Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 191 sur RLP pour la troisième partie de l'interview avec Sylvie Castro. Une émission qui nous permettra au préalable d'avoir la rubrique Actualité que vous attendez tous. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. C'est en 2018 que cette mère de famille perd la garde de ses deux filles dans un contexte de violence conjugale. 4 ans plus tard, elle découvre que son aînée Nina, toujours en foyer et qui n'a alors que 14 ans, a été forcée à se prostituer. J'ai reçu un message sur WhatsApp un soir et elle me disait « Maman, aide-moi, je suis en danger ». Donc avec une localisation dans un Airbnb à Toulon. Et j'essaie d'appeler et elle m'envoie un message, elle me dit « Maman, n'appelle pas ou ils vont me frapper ». Comment cette adolescente de 14 ans s'est-elle retrouvée aux mains de proxénètes ? Stéphanie nous dit être démunie et en colère contre l'ancien foyer de son enfant. Je sais juste qu'elle a fugué, qu'elle a commencé à se mettre sur les réseaux sociaux, qu'elle a commencé à tchatcher avec des gens sur des réseaux, mais qu'on place les enfants et qui se retrouvent 10 fois plus en danger qu'à leur domicile. Nous rejoignons son avocat, Michel Hamas, qui a fait de la défense des enfants placés un combat. Il désigne un coupable, l'État et les départements qui ont en charge l'aide sociale à l'enfance et qui ont un devoir de protection. On ne peut pas dire on n'a pas beaucoup de moyens, mais quand on voit une petite en talons hauts avec du rouge à lèvres, une qui va au planning familial, on se doute bien qu'elle se prostitue à 13 ans. Il n'y a pas de doute. Et à ce moment-là, ils n'ont qu'à faire leur travail, à signaler au magistrat, à signaler au président du département. Et ce travail n'est pas fait. C'est le supermarché des petits Macs. Ils viennent, ils font leur marché et assez rapidement, ils attrapent les enfants, c'est-à-dire cet open bar. Nina est aujourd'hui dans un autre foyer en région parisienne, mais toujours fragile face aux prédateurs. Les 3 hommes qui l'ont contrainte à se prostituer ont été récemment jugés et condamnés pour prostitution de mineurs de moins de 15 ans. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille, je suis avocat en matière de l'enfance placée. Je dénonce ce que nous avons à subir dans cette matière et notamment le fait que les magistrats ne répondent pas à nos demandes lorsqu'on demande des droits pour les parents. Dans un dossier à Évry, j'ai une situation catastrophique. Les enfants sont placés parce qu'il y a des violences, il y a 4 ans. Il y a une petite fille de 13 ans qui fume, qui se drogue, qui fugue, qui se prostitue depuis le placement, qui a été séquestrée, elle habite Évry, elle a été séquestrée à Toulon pendant plusieurs semaines par un réseau de prostitution. On l'a récupérée. Entre-temps, on n'a pas présenté une dernière fois l'enfant au père alors qu'il avait un droit de visite. Le père s'est suicidé. Donc, on est au hype de l'échec de la mesure. J'écris depuis plus de 2 ans à un magistrat en disant « Fixez les audiences, voyons-nous, faisons des choses ensemble, tentons de travailler ». Je dis publiquement depuis des mois que les juges ne répondent pas. Hier, nous sommes venus dans une audience. Le magistrat a dit que je lui ai jamais écrit. Alors regardez, c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. Les 40 courriers que j'ai adressés, dont des requêtes pour que nous nous rencontrions rapidement, que j'ai adressées de manière régulière dans ce dossier à ce magistrat d'Evry. Vous les voyez puisque, vous voyez, je demande à ce qu'on se voit de manière urgente. Voilà, ça, ce sont tous les courriers que j'ai adressés. Le problème est là. Les magistrats ne répondent pas, la loi ne les oblige pas à nous répondre, et certaines mentent. Là, hier, on m'a dit à l'audience que je n'avais jamais écrit au magistrat, et je rapporte la preuve, je l'ai déjà fait hier par courrier, je ne le fais pas sur Internet. Ce que je dis, je ne le fais pas sur Internet. Sur Internet, je dénonce tout ça. Tout ça, c'est les courriers qu'elle dit ne pas avoir reçus. Voilà. C'est ça.
le problème que nous avons. Le fait de ne pas répondre à un avocat, aux demandes des parents, c'est méprisant. Ça révèle une absence totale d'existence des parents en tant que partie. C'est-à-dire, elle n'est pas considérée comme un objet, comme un intervenant à la procédure. C'est le sujet. C'est-à-dire, c'est un mépris total du travail qui peut être fait par les parents. C'est-à-dire, ils ne sont pas assimilés à la mesure. Et sur l'année, il y a eu un rendez-vous. Père suicidé, après un droit de visite non fait. Enfant toxico. Enfant en fugue. Enfant qui se prostitue. Enfant séquestré pendant des mois. Elle vient nous dire que on n'a pas envie de travailler avec eux. J'ai honte. Vous devez avoir honte. Voilà. J'ai honte de ce qui se passe dans cette matière. Tant qu'on ne réformera pas, tant qu'on n'aura pas les mêmes armes, les gens sont livrés à la violence, à une violence qui est inacceptable. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Tous les parents devraient se sentir concernés par ça, c'est extrêmement important. Ça frappe n'importe qui, n'importe quand, sans qu'on soit prévenu, qu'on se le dise. On est tous concernés par ça. Que vous ayez des enfants ou pas d'ailleurs, il faut absolument se le rentrer dans le crâne. Le placement abusif d'enfants, c'est une problématique énorme. Placement abusif. Je devrais plutôt dire enlèvement d'enfants, ou rapt d'enfants parce que c'est beaucoup plus juste. Vous savez, c'est pratiqué par des organismes complètement illégitimes. En fer de lance, on a bien sûr l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui porte très mal son nom d'ailleurs, comme tout organisme fallacieux. Évidemment, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. J'ai déjà expliqué à quel point cette matrice était esclavagiste, à quel point on ne comptait pas pour eux, et à quel point, évidemment, les enfants ne comptent pas pour eux. Alors, il y a deux sortes d'individus dans cette matrice de cinglés. Il y a ce que j'appelle les agents Smith, qui ont bien conscience de faire tourner cette mécanique dégueulasse d'esclavagisme. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, désolé du terme, les idiots utiles qui ont l'impression de bien faire leur boulot, en arrachant de manière illégitime des enfants à leur famille. On ne pourra pas leur enlever d'essayer de faire au mieux, mais je pense qu'ils ne sont pas câblés pour saisir absolument tout ce qu'ils font. Et ils ont beau travailler directement à l'ASE, ils ne savent pas évidemment ce qui se passe réellement dans l'ASE. Tout est une question d'argent dans cette matrice commerciale. Nous sommes de la valeur monétaire et les enfants se monnaient. C'est quasiment de la traite d'enfants. Ouais, il faut poser les mots, il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité, il faut y être confronté. Et du coup, je reçois beaucoup de commentaires de ce style de Jean-Charles qui s'est fait, lui, et comme tant d'autres, rapter son enfant. Pour lui, c'est 5 ans. Ça fait 5 ans. Posez-vous la question. Ça fait 5 ans que des gens qui travaillent, alors comme je l'explique dans toutes mes pilules, dans toutes mes vidéos, qui travaillent pour des sociétés privées enregistrées à l'étranger, n'ayant aucune forme légale, aucune forme légitime, aucune autorité, et qui se permettent de venir vous prendre vos enfants. C'est quand même extraordinaire. Et nous, on est là, on peut rien faire. On peut rien faire parce qu'on a laissé faire depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, on se fait rapter nos gosses et on peut rien faire parce que c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Je vais faire un parallèle. Une fois qu'on s'est fait enlever nos enfants, c'est aussi compliqué que d'aller récupérer l'anneau au Mordor. Vous voyez? C'est un peu ça le truc. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo d'une pour prévenir et pour vous dire que attention, pour des prétextes complètement fallacieux, ça peut aller très vite. Admettons, quelques fois consécutives, vous allez chercher votre enfant en retard à l'école. Pour X raisons, vous n'avez plus de téléphone, tombez en rate de batterie, vous êtes dans les embouteillages, vous ne pouvez pas contacter l'école. L'école va commencer à se poser des questions, et peut-être de manière légitime, et se dire, mais les parents, là, ils oublient leur gosse en fait. Donc ils vont commencer à sonner l'alarme, appeler la SE, et commencer à monter un dossier par rapport à votre enfant. Voilà, il suffit d'arriver en retard une fois de plus, et bam, et ils embarquent les enfants. Vous allez à l'hôpital pour un check-up, pour une petite intervention bénigne, peu importe, et on voit sur votre carnet de santé, le carnet de santé de votre enfant, ce carnet il n'est pas à jour. Ce carnet il n'est pas à jour, ça c'est de la maltraitance selon eux. Alors, il y a deux formes d'individus, encore une fois, les agents Smith qui travaillent pour cette matrice en ayant conscience de faire tourner cette mécanique dégueulasse, et il y a évidemment ce qu'on appelle, désolé du terme encore, mais les idiots utiles qui pensent bien faire leur travail de manière légitime. Et c'est eux, bien souvent aussi, qui sonnent la sonnette d'alarme. Donc pour prévenir ça, évidemment, il faut faire très attention, parce qu'encore une fois, on est tous concernés, donc prenez garde.
Prenez les choses au sérieux, ne prenez pas les choses à la légère, et si ça arrive, à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir donner une réponse simple, ni répondre à Jean-Charles de manière simple. Parce que chaque dossier s'étudie. Évidemment, je ne vais pas pouvoir défendre tout le monde, je peux filer un coup de main, je peux orienter un petit peu, mais les dossiers s'étudient. Évidemment, je ne vais pas pouvoir défendre des parents qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants et qui, là, possiblement, l'ASE pourrait intervenir de manière légitime, même si par rapport au dossier que j'ai et que je devrais faire, je ne les supporte pas, comme tant d'autres choses d'ailleurs. C'est pas les bons organismes selon moi, parce que c'est pas les bons individus derrière, évidemment. Mais il y a des parents qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants, ça c'est une autre problématique. Mais on va dire que dans la mesure où le rapt est illégitime, à ce moment-là, bien évidemment, il faut étudier le dossier. Et on voit ce que l'on peut faire. Il faut établir une stratégie. Dans cette matrice, il faut être stratégique. Si vous voulez sortir de cette matrice, il faut établir une stratégie. Si vous voulez vous en défendre, il faut établir une stratégie. Si vous voulez récupérer vos enfants, c'est pareil. 2 axes principaux pour essayer d'aller contre ça et pour aussi aller récupérer ses enfants le plus tôt possible. La première des choses, ça sera celle de montrer patte blanche. Jean-Charles va voir le juge. Ça peut paraître évident, mais il faut pouvoir démontrer par A plus B, à l'écrit, à l'oral, par des papiers, par des témoignages, par ce que vous voulez, des vidéos, que vous êtes responsable de vos enfants et que vous vous en occupez d'une manière quasiment parfaite. Que vous êtes derrière, que vous pouvez justifier potentiellement avoir eu des retards, ne plus avoir eu de batterie ou peu importe, mais que vous prenez vos dispositions pour que ça n'arrive pas. Prenez vos dispositions pour leur montrer que vous êtes derrière eux, que vous leur donnez à manger à leur faim, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils dorment sous un toit, dans une maison propre, qu'ils sont suffisamment bien habillés, qu'ils sont suffisamment chauffés, qu'ils sont suffisamment éduqués, instruits, etc. Ça, il faut pouvoir le démontrer. Ouais, ça peut paraître simple et évident, mais encore faut-il savoir le faire et savoir aussi un peu l'imposer avec fermeté, leur démontrer les choses. N'oubliez pas le rapport de force. Ce sont des gens qui pensent avoir autorité sur nous. Et à quel moment? À quel moment ces gens ont autorité sur nous? Bon, ça fait partie de mon enseignement et de toutes les vidéos que je vous fais. Au-delà de mes pilules, il y a bien entendu les messages qui sont tout aussi importants pour qu'on puisse travailler notre posture. Il faut arrêter d'avoir peur de ces gens, sans forcément rentrer dans la confrontation. Il faut tout simplement s'adresser d'individu à individu, d'être vivant à être vivant, droit dans les yeux, et leur expliquer les choses en étant tout simplement droit dans nos bottes. Donc voilà, montrez patte blanche, c'est super important. Et le deuxième axe, parfaitement complémentaire, ça va être celui de défendre ses droits. Qu'est-ce que c'est que défendre ses droits? Savoir défendre ses droits. C'est pas être un avocat, non, c'est pas la peine d'apprendre le code civil, le code pénal, même si ça peut aider. C'est pas la peine d'être un juriste, c'est pas la peine d'être un spécialiste du droit et d'être un juge. Savoir défendre ses droits, je vais vous donner des exemples. 2 exemples. Est-ce que vous savez en quoi vous êtes légitime d'avoir la garde de vos enfants? Est-ce que vous savez répondre à ça? Est-ce que vous savez coucher sur papier toutes les raisons qui font que vous êtes légitime? Est-ce qu'il y a beaucoup de raisons? Est-ce que ça vous vient naturellement? Ou est-ce que vous devez vraiment réfléchir par rapport à ça? Si ça vient pas instinctivement, c'est problématique. Et au même titre, savoir défendre ses droits, c'est savoir démontrer en quoi ces gugus en face sont légitimes de faire ce qu'ils font. Savoir démontrer qu'ils sont dans la plus pure illégalité et la plus pure illégitimité de pratiquer ce qu'ils pratiquent. C'est ça, défendre ses droits. Est-ce que vous êtes en mesure d'aller voir le juge et de leur démontrer tout ça? Exemple, parce que ça aussi, ça fait partie des enseignements. Est-ce que vous êtes capable d'aller affronter un juge droit dans les yeux et de lui expliquer qu'il est illégitime, que son statut ne vaut absolument rien, qu'il est illégal, que les tribunaux sont des tribunaux de facto, qu'ils n'ont pas forcément de serment, etc. Est-ce que vous êtes en mesure de leur faire face? Si jamais ça tourne un petit peu vinaigre dans les négociations, à un moment donné, faut mettre le poing sur la table. Ça suffit de se laisser faire. Donc tout ça, il faut pouvoir y réfléchir. Donc tous ceux qui se sentent concernés, je vous encourage à y réfléchir et à poser vos questions et à poser surtout quelques arguments, peu importe, allez-y en commentaire, tous ceux qui se sentent concernés, tous les parents, partagez ça à tous les parents que vous connaissez, partagez cette vidéo et qu'on sache un petit peu dans les commentaires tout ce qui vous arrive et quelles sont vos problématiques. Et je pourrais d'ailleurs m'engager à en faire un live. Je dédierai un live exclusivement à ça pour vous parler un peu plus en profondeur de tout ça.
Donc partagez en masse cette vidéo à tous les concernés et interagissez pour que je puisse prendre des notes par rapport aux commentaires de cette vidéo, que je puisse enrichir et donner quelques directions à mon direct si j'en viens à le faire, évidemment, si ça intéresse des gens, mais j'imagine que ça devrait le faire logiquement, c'est important. C'est une des premières étapes, voilà. Vous voulez sortir de la matrice, vous voulez arrêter de consentir à toute cette escroquerie. Va falloir s'y pencher, et si ça arrive par rapport aux histoires des enfants, bah écoutez, ça arrive par rapport aux enfants, peu importe, il y a une raison, il faut la saisir, donc restez branchés. À très bientôt. On n'est plus papa-maman, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, mais vous êtes réac, allez, vous êtes limite extrême droite, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, dans les hôpitaux, mais dans la PHP, par exemple, il y a une charte d'accompagnement, de l'accompagnant en maternité. Oui, c'est valable pour énormément d'hôpitaux, dont ceux de la PHP et puis d'autres. Alors, on a eu cette charte, et voilà ce qu'on ne parle plus du papa. On parle du coparent. Le coparent qui souhaite passer la nuit à la maternité doit le signaler à l'auxiliaire, etc., etc. Le lit accompagnant, le coparent, voilà, etc. Le coparent. Encore, ils n'ont pas dit parent 1 ou parent 2. Non, on n'en est pas encore là. Mais ça vient, parent 1 et parent 2. C'est formé, évidemment, le tout en écriture inclusive, bien sûr. Soyons sérieux. On dit parent, point, E, point, S, point, etc. Enceint, évidemment, point, E, point, S, point. Parce que, comme vous le savez, un homme peut tomber enceint. Chacun le sait, aujourd'hui. Si vous voulez être un peu dans la norme de la doxa ou pas. Voilà. Ça se passe, charte de l'accompagnement de maternité. En maternité, voilà, coparent. Donc, je ne suis plus papa, moi, je suis coparent. Et surtout, j'allais dire quelque chose de terrible, c'est que ça me rappelle l'expression le conjoint, c'est vraiment beau. Alors, on est coparent, on est conjoint, on est quoi? Vous avez fini avec votre jargon? Il y a une coalition d'organismes féministes qui travaillent avec des femmes victimes de violences. Et ces femmes-là disent qu'elles sont souvent faussement accusées de faire ce qu'on appelle de l'aliénation parentale, donc essayer de rompre le lien entre un parent et son enfant quand elles osent dénoncer la violence. Ouais. C'est comme si ça se retourne contre elles avec les accusations d'aliénation parentale. Voilà. Et pour ce faire, la solution la plus simple, ce serait d'interdire le recours aux accusations d'aliénation parentale. Et donc, Simone me dit, écoutez, ça, c'est de la pitié dangereuse. Elle réfère à un roman de Stefan Zweig. Elle dit que c'est de la vertu dangereuse parce que dans l'angle mort de cette proposition-là et de cette souffrance réelle qui existe, eh bien, il y a ma souffrance à moi et la souffrance d'énormément de parents. Oui, parce qu'on le voit dans les témoignages. Victimes, voilà. C'est ça, les parents qui sont victimes de cette aliénation parentale ont l'impression, à un certain point, d'avoir pratiquement tout perdu, là, parce que ce sont vraiment des batailles qui s'étirent devant les tribunaux pendant des années, milliers de dollars qui sont engouffrés et les enfants ne sont plus là. Mais le cas de Simone, c'est un cas type. Le couple se sépare et il y a un des conjoints qui n'accepte pas la séparation et qui va utiliser, en fait, l'enfant comme une arme de destruction massive, et là, je pense qu'on peut le dire sans exagérer, et qui va faire du dénigrement sévère à répétition pendant des années, et c'est pas chic, là. Ta mère est une... Ils vont aussi utiliser l'enfant comme confident en disant ta mère a voulu coucher ou ton père a voulu coucher avec quelqu'un d'autre et l'enfant, puis c'est comme ça qu'on est capable de constater l'aliénation parentale, c'est-à-dire qu'il y a une bonne relation avec ce parent-là au préalable et là va dire des mots d'adulte, des mots qui n'appartiennent pas à un enfant de 5, 6, 7 ans et à un moment donné, l'enfant souffre tellement dans ce conflit de loyauté qu'il va rompre les liens avec le parent qu'on dit aliéné. Alors, rompre le lien, on vient jouer dans quelque chose d'extrêmement fondamental pour les humains, le lien avec l'enfant, le lien avec le parent. Quand on a diffusé le premier texte, Geneviève, là, moi, je suis rentrée à Radio-Canada en 2002. Je n'ai jamais reçu autant de courriers. Les gens me racontent des histoires déchirantes, des gens qui sont des enfants devenus adultes, qui me racontent à quel point un des deux parents a brimé
le lien d'attachement avec l'autre parent et comment ça a des conséquences extrêmes sur les adultes. On en parlait dans le dossier, mais ça cause des problèmes d'attachement, de confiance en soi. En fait, c'est comme si on vous coupait du droit d'aimer une partie de vous-même. Alors, évidemment, ça a des conséquences psychologiques à long terme, mais des parents qui ne voient plus leurs enfants et qui... C'est un deuil extrêmement difficile à faire parce que non seulement on ne voit plus l'enfant, on n'a plus accès, mais il nous en veut et il exprime cette souffrance-là et ce rejet qu'il mime de l'autre parent. Dans votre texte de ce matin, là, vous parlez des délais judiciaires, bien sûr, qui ont leur rôle à jouer également dans ces situations-là d'aliénation parentale, parce que des fois, justement, ce sont des dossiers qui s'étirent devant les tribunaux et qui font en sorte que la situation perdure encore plus longtemps. C'est-à-dire qu'en faisant la recherche sur cette controverse-là, victime contre victime, on s'est rendu compte que c'était un peu la pointe de l'iceberg et qu'en ce moment, depuis quelques années, ce que tout le monde nous dit, c'est que il y a de plus en plus de chicanes épiques de couples qui se transportent devant les tribunaux. C'est pas une majorité de la population des familles du Québec, loin de là, c'est une minorité, mais elle occupe un temps disproportionné du temps judiciaire. Et cela concourt avec toutes sortes de choses dont on parle souvent. Pénurie d'intervenants à la DPJ majeure, pénurie d'avocats à l'aide juridique, si bien que les couloirs des tribunaux sont engorgés par ce qu'on appelle, en termes judiciaires, les conflits sévères de séparation. Et ces conflits-là, justement, dans lesquels on retrouve les cas d'aliénation parentale, mais c'est des conflits qui dégénèrent. Et souvent, les gens sont dans des portes tournantes dans notre système judiciaire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une cause, le même couple peut se retrouver à la Chambre de la jeunesse, à la Cour supérieure, en cour criminelle, et là, on fait le tour, et là, les délais explosent. Puis, le temps, c'est d'autant plus la clé dans ces dossiers-là que, dans votre dernier texte, justement, vous retrouvez une jeune fille que vous aviez connue lorsqu'elle était très jeune, qui elle-même avait subi, elle s'était retrouvée au cœur d'une situation d'aliénation parentale. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'à un certain point, lorsque le lien a été coupé si jeune, on peut pas. Ça ne se reconstruit plus. Non, et c'est très triste. En fait, quand Simone m'a écrit la première fois cet hiver pour m'alerter au sujet de ça, puis de me dire, il faut vraiment que vous vous penchiez là-dessus, que quelqu'un se penche là-dessus, puis j'ai dit, OK, je lève la main. J'ai levé la main beaucoup parce que quand j'étais au primaire, c'était très rare les enfants dont les parents étaient séparés. Moi, mes parents étaient séparés. Mais il y avait une autre petite fille dans la cour d'école dont c'était le cas. Puis tranquillement, elle s'est mise à me dire, moi, je veux plus voir ma mère, c'est une incapable. Et je coupe les liens. Et même, j'étais toute jeune, j'avais 8 ans, j'avais trouvé ça très curieux. Et donc, quand j'ai lu le courriel de Simone, donc 40 ans plus tard, vous avez repensé à cette j'ai appelé cette fille-là, on est allé prendre un café, et elle me dit, mon père a réussi. Aujourd'hui, je sais que c'est un pervers narcissique, je sais que tout ce qu'il m'a dit sur ma mère, c'est faux. Elle a essayé de recréer le lien. Maintenant, elle a des enfants, elle voudrait que sa mère... Mais recoller les morceaux, parfois, on sait ça... Parfois, il est trop tard. C'est difficile. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Sylvie Castro, pour terminer, est-ce que vous avez l'impression en France, je connais la réponse, mais on va donner l'occasion de la formuler, nous sommes en 2024, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la position du père est attaquée, la position de la mère est attaquée, la position de la famille tout simplement est attaquée un peu par l'institution, que ce soit de manière volontaire ou tout simplement parce que les systèmes de protection ne fonctionnent pas? Je pense qu'il y a quelque chose qui est anti-famille. Parce que d'ailleurs, Olivier Marlex, qui est venu à un de mes colloques, avait cet avis aussi, qu'il y avait aujourd'hui un système anti-famille. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, si c'est pas aussi dans ce sens-là que ça va, de récupérer les enfants déjà à 3 ans, au lieu de pouvoir continuer, quand ils sont dans des bonnes familles, à pouvoir profiter des parents. C'est-à-dire maintenant, 3 ans, on est obligé de mettre son enfant à l'école. Alors qu'à une époque, on pouvait attendre l'âge de 6 ans. 3 ans, c'est jeune. Que moi, j'ai vécu en Asie, si vous voulez. Ma fille a commencé l'école à 3 ans. Elle était très heureuse, ça se passait très bien. Mais c'était très différent. Mais je veux dire, c'est toujours l'usage qu'on en fait. Vous voyez, c'est le...
Oui, bah bien sûr. Et puis, ça dépend des enfants, ça dépend des parents. Oui, Mais là, c'est le vrai. fait que ça C'était soit pas qu'il y ait pas la obligatoire, c'est liberté. vrai, oui, bien sûr. Voilà. Le fait que ça soit obligatoire. D'ailleurs, souvent, des parents ont entendu dire que leurs enfants, ce n'étaient pas leurs enfants, c'était les Oui. enfants de la République. Absolument, et ça c'est peut-être un point central. Il faudrait rappeler qu'il ne faut pas qu'on aille dans les dérives qu'il peut y avoir à Québec, en Amérique du Nord. La primauté biologique, les enfants doivent être élevés par leurs parents. C'est pas l'État de le faire. L'État le fait très très mal lorsqu'il s'en occupe. Oui. Ça, c'est, Il est certain qu'il faut avoir du discernement, il faut avoir de l'intelligence, de la sagesse et savoir ce qui anime les décisions qui sont prises au plus haut niveau. Et quand il y a des privations de liberté, quand en fait, finalement, il n'y a pas de vraie communication, parce que ça, c'est mon dada, la communication. J'avais même fait une proposition pour faire un prix de la démocratie tel que moi je la voyais. Et donc, ça passait par une information juste et vraie, et aussi par des principes de base, une éthique qui semble complètement mise à mal. Sylvie, vous êtes, donc là on sera après les élections, mais vous êtes également candidate sur la liste France Libre avec Francine Dieudonné. Qu'est-ce qui vous a amené à vous mettre sur cette liste ? Alors d'abord, parce qu'on m'a demandé, et je me suis dit, moi j'ai quand même étudié, enfin j'ai... Qui vous a demandé ? Alors, Boris qui soutient, oui. qui est je dirais presque l'homme le secrétaire, le chauffeur qui aide Francis Lalanne dans tout ce travail, parce que là, quand on se lance là-dedans, c'est Boris Lutz, qui est un activiste aussi, qui a fait des mouvements aussi pour la défense à l'époque, c'était pour que les pères puissent accéder à leurs enfants après les séparations conflictuelles. Oui, oui, parce que lui-même a vécu des choses difficiles, et donc on s'était connus dans ces mouvements-là, dans ces combats, et voilà, il savait aussi qu'il me connaissait un petit peu, on avait longuement discuté. D'accord. Donc, c'est Francis Lalanne qui est intéressé, effectivement, qui est très impliqué dans la protection de l'enfance. Boris, qui est l'adjoint de Francis Lalanne, et vous connaissez Boris. Et puis Francis Lalanne, moi, je l'avais rencontré, parce que moi, j'ai été aussi 2 fois aux législatives pour Monsieur Governatori. Voilà, donc son mouvement a changé plusieurs fois de nom parce qu'il a fait des associations, mais c'est toujours dans cet état d'esprit de justice, de protection du vivant, de protection des plus faibles, des enfants, des handicapés, des personnes en situation de handicap, c'est comme ça qu'on dit, des personnes âgées, etc. On voit tellement de choses qui nous arrachent le cœur. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien ces petits partis où on peut parler, et parce que moi, j'ai toujours été attirée par la politique au sens noble du terme. À tel point que quand j'étais petite, je me disais, moi, si j'avais été enfant à l'époque de Louis XIV, je me serais débrouillée pour aller le voir et lui dire ce qui se passe en vrai. Et au moment des élections entre Mitterrand et Giscard d'Estaing, j'ai rêvé d'eux aussi, pour dire à quel point... Vous vous sentiez impliqué. Voilà, parce que je trouvais que c'est notre pays, faut que ça soit... Voilà. C'est pour ça que je me suis intéressée à tous les partis. Donc, j'ai fréquenté le Parti socialiste, j'ai même pris ma carte pour le Parti communiste. Je suis allée un peu aussi dans le Parti républicain, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un dialogue à l'intérieur. C'est-à-dire, c'était toujours, on est une sorte d'armée qui doit suivre la tête. Moi, c'était pas mon truc, c'était pas comme ça que je voyais la démocratie. Et dans les petits partis, j'ai trouvé ce dialogue, cet échange qui m'a intéressée. Et voilà, donc quand j'ai vu et donc Francis Lalanne, comme il était beaucoup aussi avec Governatori, qui est très branché sur tout ça, je me suis dit, ça peut être sympa. Puis c'est le premier qui m'a demandé. Alors on dit, le premier. Et puis ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, ce qui m'a fait m'engager un petit peu plus, parce que j'ai pas beaucoup de temps, et puis voilà, c'est qu'il a dit à tous ses colistiers, vous pouvez vous présenter, chacun peut dire dans quoi il est engagé, ce qu'il souhaite, on peut ne pas être d'accord, mais voilà, si on a vraiment envie d'avancer, eh bien nous devons dialoguer, accepter aussi les différences. Et je trouvais ça magnifique, parce que j'ai pas trouvé ça dans les autres grands partis il faut être politiquement correct, il faut pas faire un pied à droite, un pied à gauche. Mais le politiquement correct nous tuera bientôt. Ok. Sylvie Castro, en cette émission. Merci beaucoup d'être venue
Et puis, C'est avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Toujours sur Sylvie, SYLVIECASTRO28.com pour vous trouver avec vos ouvrages qui ont de jolis soleils dessus. Sylvie qui amène la lumière, on espère. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.